Parfois, il suffit d'un mot, même prononcé à voix basse, pour raviver une ancienne blessure, une remarque lancée sans réfléchir, un regard qui semble juger, et soudain, une tension familière se lève à l'intérieur, comme un nuage orageux dans un ciel qu'on croyait apaisé. Cette douleur ne crie pas, elle s'installe, elle s'infiltre, elle prend la forme d'un silence lourd, d'un cœur qui bat plus vite, d'une gorge qui se serre. Elle ne hurle pas, elle attend. Et dans cette attente, elle nous consume doucement. Il y a en chacun de nous ce moment fragile où une critique semble effacer tout le reste. Ce moment où l'on oublie les gestes tendres, les efforts faits, les progrès accomplis, pour ne voir que ce reflet déformé que quelqu'un nous tend. Et l'on voudrait fuir, ou riposter, mais rien ne calme, rien ne libère. Et pourtant, derrière cette réactivité immédiate, derrière ce besoin presque viscéral de se défendre, se cache un désir plus profond. Un besoin que peu osent formuler. Le besoin que chaque critique cesse d'être une lame. Le besoin qu'elle devienne un miroir. Non pour s'y juger, mais pour s'y découvrir. Non pour s'y détruire, mais pour y ajuster une posture intérieure. Ce que l'âme cherche en vérité, ce n'est pas d'être à l'abri de toute remarque. C'est d'apprendre à ne plus se briser à chaque mot. D'apprendre à rester debout, comme un arbre dans le vent. Fort non pas parce qu'il résiste, mais parce qu'il plie sans rompre. Présent, même dans la tempête. Sénèque le disait avec cette sagesse que seul le vécu peut offrir. L'âme forte est comme un citadin sous la pluie. Elle traverse la tempête sans crainte, car elle sait que l'orage est passager. Et si cette critique, celle-là même qui vous a blessé hier, n'était qu'une pluie passagère, une ondée, un souffle, une occasion, non de vous replier, mais de vous élever, car ce n'est pas l'événement qui vous perturbe, dit Épictète. C'est le regard que vous posez dessus. Ce n'est pas la critique qui fait mal. C'est le jugement que vous portez sur cette critique. C'est la signification que vous lui donnez. C'est la place que vous lui accordez dans votre monde intérieur. Alors peut-être, à partir d'aujourd'hui, peut-on choisir, non ce que les autres disent, mais ce que l'on décide d'en faire. Peut-on choisir de voir dans la critique, non pas un poison, mais un révélateur. Non pas une attaque, mais une invitation. Une chance de sonder en soi ce qui est encore fragile, encore trop dépendant, encore blessé. Une chance de transformer ce qui tremble en ce qui tient. Car vous n'avez pas été faible. Vous avez été humain, Oli. Et maintenant, vous choisissez. Vous choisissez ce que vous nourrissez. Vous choisissez ce que vous laissez entrer. Vous choisissez ce que vous laissez sortir. Et dans ce choix silencieux, dans cette maîtrise lente, naît un nouveau respect. Pas celui que l'on exige des autres, mais celui que l'on cultive en soi. Malgré tout, il y a ce moment imperceptible, souvent invisible aux yeux des autres, où l'âme se contracte. Ce moment où une simple phrase, une remarque apparemment anodine, se transforme en coup porté à notre cœur. C'est un pincement discret, mais intense. Un souffle coupé, une chaleur qui monte au visage, un regard qui se détourne. On croit parfois que la blessure vient de ce qui est dit, mais souvent, elle vient de ce que l'on entend en creux, de ce que l'on croit que cela signifie sur nous. Ce n'est pas le mot qui juge, c'est l'interprétation intime qu'on en fait. C'est la manière dont il vient réveiller une vieille insécurité, un doute enfoui, une peur de ne jamais être assez. Dans ce frisson douloureux, une illusion s'installe. L'illusion que la valeur de notre être repose dans les paroles d'autrui, que l'opinion d'un seul peut éteindre l'estime de soi durement construite. Comme si l'autre avait entre ses mains le pouvoir de nous définir. Et plus la critique est proche, plus elle semble tranchante. Comme si la voix du monde extérieur devenait la voix intérieure. Comme si le regard de l'autre remplaçait notre propre regard. Cette distorsion, cette fusion entre jugement extérieur et identité personnelle, est un piège silencieux. Mais le stoïcisme, dans sa sagesse ancienne, nous tend une clé. Une pensée qui tranche doucement, mais profondément. La critique n'est qu'un écho, pas une sentence. Elle ne dit rien de vous. Elle parle de celui qui l'aimait, de son humeur, de ses attentes, parfois de ses propres blessures. Épictète le rappelait avec une lucidité qui apaise. Ce ne sont pas les événements qui vous perturbent, mais vos jugements à leur propos. En d'autres termes, ce n'est pas ce que l'on vous dit qui vous fait mal, c'est ce que vous vous dites après. Alors, peut-on, au lieu de se crisper, choisir une autre posture, une posture plus noble, plus apaisée? Une posture qui reformule intérieurement chaque remarque, non pas pour se défendre, mais pour la ramener à sa juste place, non pas pour la nier, mais pour l'alléger.
Quand on entend une critique, on peut se dire « ce n'est qu'un retour d'information, ce n'est pas une vérité absolue, c'est un point de vue, pas une définition ». Et ce simple geste mental change tout, il redonne la maîtrise. Il coupe le lien qui attache notre valeur à leurs mots. Imaginez alors que chaque critique ne soit plus une inondation, qu'elle devienne une pluie fine, une pluie qui, au lieu de noyer, vient irriguer, non pour effacer ce que vous êtes, mais pour nourrir ce que vous devenez. Car la vérité est là. On ne peut empêcher les autres de parler, mais on peut choisir de ne pas se noyer à chaque mot. On peut apprendre à accueillir, à observer, à redéfinir. Et dans cet espace intérieur que l'on protège, la critique cesse d'être un danger. Elle devient un terrain de conscience, un terrain de force tranquille. Il y a une forme de peur qui ne crie pas, qui ne s'agite pas. Une peur tranquille, presque raisonnable. Celle de devoir reconnaître qu'un autre a vu juste. Cette peur-là ne cherche pas à blesser. Elle cherche à éviter. Elle murmure que ce serait trop douloureux d'admettre qu'on peut encore s'améliorer. Trop humiliant peut-être. Elle préfère nous faire rejeter la critique d'emblée, comme si toute parole nous montrant nos angles morts était une attaque déguisée. Et pourtant, parfois, sous le ton maladroit, se cache une étincelle de vérité. Parfois, sous le choc initial, il y a une lumière. On confond alors critique et condamnation, comme si tout commentaire n'avait d'autre but que de diminuer, comme si apprendre signifiait s'abaisser. Mais cette confusion est une prison, car elle nous empêche de voir ce que les stoïciens ont toujours su. La critique, même dure, peut être une source de transformation. Épictète, avec sa sagesse ferme, nous invite à faire la différence entre l'intention de blesser et la volonté d'élever. Il ne s'agit pas d'avaler tout ce qu'on nous dit. Il s'agit de filtrer, d'écouter puis de distinguer. Il s'agit de percevoir l'or caché dans la boue. Chaque remarque reçue, même piquante, peut contenir un point d'amélioration, une faille à observer, un détail à ajuster. Et lorsqu'on choisit, non pas de réagir, mais de réfléchir, quelque chose s'ouvre en nous, un espace, un souffle, une posture de croissance. Ce n'est plus l'autre qui vous corrige, c'est vous qui choisissez d'évoluer. Ce n'est plus une lutte, c'est une alliance, discrète mais puissante, entre votre lucidité et votre désir de devenir meilleur. À chaque critique, posez cette question simple. Qu'y a-t-il ici que je peux utiliser pour grandir? L'image est forte, celle de l'ouvrier qui polit le métal avec un marteau. Le coup peut sembler dur, mais il n'est pas là pour détruire. Il est là pour révéler l'éclat. Il est là pour enlever le superflu, pour affiner la forme. Vous êtes ce métal. Et votre force, c'est d'accepter d'être poli, sans perdre votre solidité. Votre dignité ne diminue pas lorsque vous accueillez une critique utile. Elle grandit, car elle prouve que vous n'êtes pas figé. Elle montre que vous êtes capable de recul, de lucidité, de choix. Vous n'êtes pas en train de céder. Vous êtes en train de vous renforcer. Dans ce regard stoïque, la critique n'est pas une défaite. C'est un tremplin. Elle devient le lieu d'un passage, d'un avant à un après, d'une version réactive à une version consciente de vous-même. Et chaque mot, chaque phrase, chaque inconfort devient un outil, pas pour plaire aux autres, mais pour vous rapprocher de ce que vous savez être possible en vous. Pas pour vous soumettre, mais pour vous affirmer autrement, avec calme, avec force, avec maturité. Voilà le vrai pouvoir de la critique, non pas celui qui blesse, mais celui qui bâtit. Il suffit parfois d'un mot, un seul, prononcé sans y penser, et le cœur se serre, l'estomac se noue, le silence s'installe, parce que ce mot a traversé toutes les couches de défense, pour atteindre quelque chose de plus profond, plus ancien. Ce n'est pas seulement une remarque, c'est une blessure réveillée, une peur que l'on croyait enterrée, ce sentiment diffus que, peut-être, on n'est pas assez bon, pas assez digne, pas assez important. Et c'est là que l'erreur commence. Prendre personnellement ce qui ne parle pas vraiment de nous. Ce réflexe est humain, mais il nous épuise. Il nous enferme dans une vigilance constante, comme si chaque regard était un jugement, chaque remarque un affront. On croit que la vie de l'autre dit la vérité sur notre être, qu'il fixe notre valeur, qu'il dépose une étiquette définitive. Et pourtant, Épictète nous le rappelle, ce ne sont pas les événements, ni les mots, qui nous troublent. C'est notre manière de les juger. C'est notre interprétation qui donne à la critique sa morsure. Ce n'est pas le couteau, c'est la main qui le saisit. Ce n'est pas le mot, c'est la manière dont on le laisse entrer.
Adopter le réflexe du discernement, c'est un choix de paix intérieure. C'est se poser, respirer et demander « Est-ce utile? Est-ce vrai? Est-ce pour moi ?» Parfois, la réponse sera non, et il faudra laisser glisser, comme l'eau sur une toile cirée. Parfois, la réponse sera oui, et il faudra accueillir, mais sans se juger, sans se blesser davantage. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, il s'agit de devenir souverain. Il s'agit de ne plus être secoué par chaque parole, comme une barque fragile à chaque vague. Il s'agit de devenir un roc, présent, stable, ancré. Pratiquer ce que j'appelle le détachement réflexe est une discipline douce. Une respiration, un pas en arrière, une prise de hauteur. Cela commence par 3 souffles conscients avant toute réponse. Cela continue par un questionnement intérieur. Qu'est-ce que cela dit vraiment? Et cela se termine par un choix. Celui de répondre ou non, de garder ou de laisser, de se rapprocher ou de se protéger. Ce n'est plus l'autre qui décide. C'est vous. C'est vous qui choisissez la posture. C'est vous qui dessinez la frontière. Imaginez une armure invisible, faite non de froideur, mais de conscience. Elle ne rejette pas, elle filtre, elle ne nie pas, elle choisit, elle protège sans enfermer, elle isole sans couper le lien. Cette armure, c'est votre capacité à ne pas absorber ce qui ne vous appartient pas. C'est votre force de ne pas tout ramener à vous. C'est votre dignité retrouvée. Parce que vous n'êtes pas défini par ce qu'on pense de vous. Vous êtes défini par ce que vous décidez de croire. Et cette décision-là, personne ne peut vous l'enlever. Il y a des mots qui restent, des phrases que l'on rejoue encore et encore, comme un disque rayé dans l'intimité du silence. Pas parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles nous ont traversés de travers. Parce qu'elles ont laissé une trace acide sur le cœur. Une critique mal formulée peut empoisonner des heures de paix. Non par sa violence, mais par la manière dont notre esprit choisit de la relire, encore et encore, comme si l'on s'obstinait à rouvrir une blessure déjà douloureuse. Et pourtant, dans cette répétition, une possibilité existe, celle de transformer, celle de ne plus subir le choc, mais de le remodeler, car ce n'est pas l'attaque qui détermine la cicatrice. C'est le sens que nous lui donnons. L'esprit humain est capable de faire de la pierre lancée une fondation, de l'offense, une révélation, de la douleur, une direction. C'est cela, le pouvoir stoïcien de la réinterprétation. Non pas nier ce qui a été dit, mais le recadrer, le désarmer, le rediriger. Prenez une critique, même brutale, et transformez-la en silence, en question intérieure. Au lieu de « tu es incapable », demandez-vous « quelle capacité puis-je renforcer ?» Au lieu de « tu ne comprends jamais rien », posez-vous « comment puis-je mieux écouter ?» Cette transmutation est une forme de sagesse active. Elle ne laisse pas le venin s'installer. Elle le transforme en énergie de croissance. Ce n'est pas un déni, c'est un détournement conscient de l'impact. Une manière de dire « je ne choisis pas la flèche, mais je choisis ce qu'elle devient en moi ». Le stoïcisme n'a jamais prôné l'insensibilité. Il a enseigné la souveraineté. Et redéfinir une critique, ce n'est pas fuir la réalité, c'est en reprendre la maîtrise. C'est ne plus se laisser écrire par la main de l'autre. C'est redevenir l'auteur de sa perception. Marc Aurèle disait que l'obstacle devient le chemin. Et parfois, c'est justement cette parole dure, mal envoyée, qui devient le tremplin. Parce qu'elle force à clarifier, à affirmer, à redresser. Non contre l'autre, mais pour soi. En soi. Imaginez un sculpteur. Il reçoit un bloc de pierre brute, irrégulière, lourde. Il ne la rejette pas. Il l'observe. Il l'entaille. Il l'affine. Il en extrait une forme. Il transforme l'informe en beauté. C'est ce que vous faites quand vous reformulez une critique. Vous ne la laissez plus être un poids. Vous en faites une matière à façonner. Vous ne la subissez plus. Vous la travaillez. Et ce travail est noble. Il est silencieux. Il est invisible. Mais il vous rend plus fort, plus clair, plus digne. Ce pouvoir est à votre portée. Chaque jour, chaque fois que le mot de l'autre cherche à vous plier, redressez-vous intérieurement. Reformulez, redéfinissez, reprenez le sens. Car au fond, la critique ne vous définit jamais. Mais votre manière d'y répondre, elle, vous construit. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Il y a dans chaque critique un bruit, parfois strident, parfois subtil, mais toujours, ce bruit appelle une réponse. Comme une provocation silencieuse, il vient titiller cette part de nous qui veut corriger, se défendre,
justifié. Pourtant, entre le mot reçu et le mot prêt à sortir, un espace existe. Et c'est là, dans cet intervalle souvent ignoré, que réside la vraie puissance. Répondre immédiatement, c'est souvent répondre depuis la blessure. C'est laisser l'émotion parler avant que la conscience n'ait pu s'asseoir. C'est croire qu'un mot de plus rétablira l'équilibre, alors qu'il prolonge souvent le déséquilibre. Le silence, lui, ne nie rien. Il choisit. Il ne subit pas l'impulsion. Il observe, attend, pèse. Il permet à la clarté de se lever derrière le brouillard de l'ego. Beaucoup confondent silence et soumission. Mais le vrai silence, celui qui naît de la maîtrise de soi, est tout sauf une faiblesse. Il est une affirmation invisible. Je ne me réduirai pas à ce que tu attends. Ce silence-là n'est pas une fuite. Il est une forme de respect. Pour soi, pour l'instant, pour l'équilibre intérieur. Épictète l'avait compris. Mieux vaut un silence maîtrisé qu'une parole regrettée. Car chaque mot prononcé sous la colère devient un futur fardeau à porter. Imaginez un lac paisible. Le vent peut souffler, les branches peuvent tomber, mais le fond reste intact, stable, silencieux. C'est ce que devient votre esprit lorsque vous choisissez le silence après une critique. Vous devenez ce lac. Vous ne laissez pas la surface définir la profondeur. Vous gardez votre énergie. Vous ne la gaspillez pas à expliquer, à convaincre, à vous justifier. Vous restez centré, enraciné, tranquille. Comptez jusqu'à 10. Respirez profondément. Détournez le regard, ou même choisir de ne pas répondre du tout. Ce sont des gestes simples, mais ces gestes construisent un mur invisible entre votre paix et l'agitation de l'autre. Un mur qui ne blesse pas, mais qui protège. Un mur qui ne divise pas, mais qui vous rappelle que vous avez le droit de ne pas participer au tumulte. Il y a une grande dignité dans celui qui ne réagit pas tout de suite. Une noblesse silencieuse, une force douce. Et parfois, ce silence parle plus fort que 1000 répliques. Il dérange, il questionne, il impose le respect, parce qu'il montre que vous n'êtes plus à vendre au premier mot venu. Vous êtes devenu, souverain de vous-même. Et cela, aucun mot extérieur ne peut vous l'enlever. Il y a des jours où une simple remarque réveille une tempête, pas à cause de sa force, mais à cause de ce qu'elle vient toucher de déjà vulnérable. C'est ainsi que les critiques s'infiltrent, non par leur violence, mais par les portes entr'ouvertes de nos émotions non nommées. Et quand l'émotion n'a pas de cadre, elle s'installe, elle déborde, elle prend toute la place. La colère, la tristesse, la honte, elles montent comme des vagues. Et nous, souvent, nous les accueillons sans même les voir arriver. Nous les laissons s'asseoir, s'étendre, occuper tout notre espace intérieur. Et puis nous disons, je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais ce n'est pas vrai. Nous pouvions. Ce qu'il manquait, c'était un geste, un mot. Un réflexe, celui de reconnaître ce qui se passe avant qu'il ne prenne le dessus. Sénèque disait que nommer l'émotion, c'est déjà la rendre moins dangereuse. Car ce que l'on nomme, on le tient à distance. Ce que l'on nomme ne nous possède plus entièrement. Quand vous sentez cette chaleur monter, cette tension dans la poitrine, ce nœud dans la gorge, arrêtez. Dites intérieurement, je ressens de la frustration, ou je sens de la peur monter. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de conscience. C'est reprendre les rênes avant que le cheval ne s'emballe. La technique des 3 respirations est votre ancrage. 3 souffles, profond, conscient, présent, pas pour fuir, pas pour nier, mais pour créer un espace entre ce que vous ressentez et ce que vous allez faire de ce ressenti. Entre l'émotion et l'action, c'est dans cet espace que réside votre liberté. Imaginez un capitaine en pleine mer. La tempête arrive, il la voit, il la nomme. Il ne nie pas sa puissance, mais parce qu'il l'a reconnue, il peut ajuster sa voile, corriger son cap. Vous êtes ce capitaine, votre esprit est ce navire, votre émotion, cette mer agitée, et votre conscience, votre gouvernail. Encadrer l'émotion, ce n'est pas l'enfermer, c'est lui donner une forme, un lieu, un moment. C'est refuser qu'elle dicte vos gestes sans votre accord. C'est dire, tu es là, je te vois, mais tu ne conduis pas. Et plus vous le faites, plus ce réflexe devient naturel. Plus la paix devient votre état par défaut, et non votre refuge temporaire. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les émotions qui détruisent. Ce sont les réactions incontrôlées qu'on leur offre. Mais vous n'avez plus besoin de réagir. Vous avez appris à répondre, doucement, dignement.
lucidement. Et cela, c'est une forme de respect de soi que personne ne peut vous enlever. Il y a une fatigue particulière à recevoir sans cesse les mêmes critiques, comme une pluie froide qui revient chaque jour, aux mêmes heures, sur les mêmes blessures, même quand on pense avoir guéri, même quand on croit avoir compris. Cette répétition peut user, elle peut faire douter, elle peut réveiller des souvenirs enfouis, des insécurités anciennes qu'on pensait avoir dépassées. Mais cette répétition peut aussi forger, non par l'insensibilisation, mais par l'adaptation consciente. Chaque critique, si elle revient, devient une opportunité de réponse différente, de posture nouvelle, de calme plus profond. La résilience ne se bâtit pas dans l'absence d'agression, mais dans la répétition des défis affrontés sans perdre son axe intérieur. Il est facile de croire que l'on n'évolue pas, que l'on est condamné à réagir toujours de la même manière. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui manque souvent, ce n'est pas la capacité de changer, c'est l'espace pour observer ce changement. Marc Aurèle l'avait compris. Rien n'est permanent, pas même l'opinion des autres. Si leur opinion change, la vôtre aussi peut évoluer. Et surtout, votre manière de vous y exposer. Créez votre ancrage. Chaque matin, relisez une maxime stoïcienne. Pas comme une leçon, mais comme un rappel, une direction, un point de repère dans la tempête du quotidien. Choisissez une pensée qui vous parle, qui vous calme, qui vous rappelle que vous avez le choix, même face aux mots les plus durs. Répétez-la. Laissez-la pénétrer votre esprit comme une graine. Elle ne portera pas fruit immédiatement, mais elle préparera le sol. Et quand la critique viendra, ce ne sera plus un ouragan, ce sera une pluie, peut-être froide, mais supportable. Et vous, vous serez plus solide. Non pas insensible, mais inébranlable. Comme la marée qui polit les galets, chaque vague de jugement peut adoucir vos aspérités intérieures. Vous affiner, vous rapprocher de votre forme essentielle. Ce n'est pas la répétition de la douleur qui vous détruit, c'est l'absence de réponse intérieure à cette douleur. Et cette réponse, vous pouvez la créer, jour après jour, mot après mot, souffle après souffle. La résilience n'est pas un état final, c'est une pratique. Une fidélité à soi-même malgré les vents contraires. Un respect renouvelé de votre propre dignité. Et chaque critique, quand vous êtes prêt, devient un outil de cette construction lente, mais indestructible. Il y a un point où l'on comprend que ce ne sont pas les critiques qui blessent le plus, mais le poids que nous leur donnons. Ce ne sont pas les mots des autres qui définissent notre valeur, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. La critique, mal appréhendée, blesse. Mais bien comprise, elle nourrit. Elle devient miroir. Non pas pour se juger, mais pour s'ajuster, pour se redresser avec douceur, pour se voir avec lucidité. Sénèque disait « Les épreuves sont des exercices de l'âme, non des jugements sur votre valeur. » C'est là toute la différence. L'épreuve ne dit rien sur ce que vous êtes, elle révèle ce que vous pouvez devenir. Et la critique, même celle qui semble injuste, peut devenir ce lieu d'apprentissage. Si vous lui retirez son pouvoir de verdict, si vous lui redonnez son rôle d'information, si vous la laissez parler sans lui offrir votre paix, Épictète, dans sa sagesse calme, nous rappelle « Vous ne souffrez pas à cause des critiques, mais à cause de votre interprétation d'elles. Ce que vous entendez dépend moins du ton de l'autre que du regard que vous portez sur vous-même. Si ce regard est blessé, chaque mot devient une agression. Si ce regard est apaisé, chaque mot devient un choix, à prendre, à laisser, à transformer. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aimer les critiques. Vous avez simplement besoin d'apprendre à les porter autrement, de ne plus les laisser pénétrer là où elles n'ont plus rien à faire, d'en faire, une à une, des pierres d'appui, non pour construire un mur, mais pour élever un espace intérieur où le calme règne, où la vérité s'installe sans bruit, où votre valeur ne dépend plus de la voix extérieure, mais de la fidélité à ce que vous êtes. Choisissez un des 7 exercices, un seul, appliquez-le sans relâche, et observez. Observez comment chaque critique cesse de vous ébranler, comment elle vous traverse sans vous emporter, comment elle devient ce qu'elle aurait toujours dû être, une parole passagère dans le vent. Vous restez, droit, calme, respecté, parce que vous vous êtes respecté. Et cela, rien ni personne ne pourra plus vous l'enlever.